Bon, écoutez, je vous propose qu'on démarre. J'espère que les gens arrivent à se connecter et que tout va bien pour vous. Merci tout d'abord de vous connecter très nombreux, puisque vous êtes plus de 90 qui vous êtes enregistrés. Et à travers vous, c'est quasiment 2 millions d'arbres qui sont représentés, puisque je suis allé faire la somme de tous les arbres que vous avez annoncés dans l'enregistrement pour suivre ce webinaire. Et c'est donc assez impressionnant puisque le sort de 2 millions d'arbres va peut-être se jouer en partie aujourd'hui en France et en Suisse, puisque certains de nos collègues suisses suivent cette présentation. Alors, on va essayer de vous montrer... Ah non, mais ça, je peux pas répondre. Je peux évidemment pas répondre aux gens qui n'arrivent pas à se connecter. J'en suis bien désolé, mais c'est pas trop le suivi. Alors, de quoi on va vous parler aujourd'hui? On va essayer, dans l'ordre du jour, de vous faire un constat et vous montrer un peu des solutions autour de quelles sont les problématiques des arbres urbains en ville et comment les solutions Grey pourraient vous apporter un certain nombre d'éléments de compréhension de votre patrimoine et de suivi de ce patrimoine arboré. Et puis, on se gardera un quart d'heure à la fin pour suivre vos questions et essayer d'y répondre au mieux. Donc, vous n'avez pas la parole, tous ceux qui nous écoutez. Vous avez par contre des mains et un clavier. Et donc, vous pouvez écrire dans le chat les questions. Ce qu'on arrivera à traiter, on le traitera direct en live. Ce qu'on n'arrive pas à traiter, évidemment, on prendra le temps de regarder, de vous répondre, soit par mail, soit dans une autre voie, en vous revoyant une autre fois sur d'autres choses. Alors, vont vous parler aujourd'hui 3 personnes. Je vous présente Gabor Goertz, qui est donc le créateur, le fondateur de cette société Grey Hill, qui développe la société à l'international. C'est donc lui qui a eu l'idée géniale, il y a quelques années, de se dire que la technologie du jumeau numérique et du lidar pouvait être affectée aux arbres. Et donc, merci Gabor d'avoir eu cette idée géniale avec ton co-dirigeant de la société. Et il vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Il vous donnera notamment des exemples internationaux de comment, et avec l'expérience qu'il a, puisque tout ça a démarré en 2017. Donc, on a déjà quelques années de suivi de tout ça. Et puis, je vous présente David Chevet. David est donc le directeur, le chef de produit national Arbre Conseil. Il a plus de 30 ans d'expérience dans les arbres. Il était à l'ONF. Il est détaché comme responsable de la 50aine d'experts arboricoles qui sont à travers toute la France de la société, donc ONF Végétis. Et ONF Végétis, avec qui nous sommes liés, et qui a d'ailleurs, on est liés bien sûr pour parler des arbres, mais on est aussi liés puisqu'on a créé notre société. Grey Hill France a été créé exactement en même temps que ONF Végétis. Donc quelque part, ça nous lie aussi par ça. Et puis moi-même, donc beaucoup d'entre vous, je pense, derrière le chat me connaissent, mais peut-être quand même vous dire que je suis donc ingénieur forestier, mais j'ai aussi ouvert une école d'élagage, participé au championnat d'élagage il y a pas mal d'années maintenant, et j'ai fait une petite parenthèse de 30 ans dans la fonction publique territoriale, où j'étais directeur du patrimoine végétal, où j'ai fini directeur du patrimoine végétal à la métropole de Lyon. Donc autant vous dire que les arbres, c'est quand même quelque chose que je connais pas mal, je les connais de dedans, de dehors, scientifiquement, et voilà, c'est ma vie. Ma vie, c'est les arbres c'est ma vie. Donc on va parler là de jumeaux numériques, mais vous allez voir que ça permet de faire suivre pas mal de choses autour de ces sujets-là. Alors, évidemment, ça part pas dans le bon sens, c'est compliqué mon affaire. Voilà. Alors, premier sujet qu'on voulait vous adresser aujourd'hui, c'est pourquoi maintenant et qu'est-ce qui se passe? Bon, nos arbres urbains, vous le connaissez tous probablement assez bien, mais sont dans un état de stress important. Ça fait une centaine d'années, et tous nos arbres matures qui ont une centaine d'années subissent depuis une centaine d'années des coupes à n'en plus finir de leurs racines, d'abord pour avoir automatisé les feux de circulation, puis ensuite pour avoir installé de la DSL, et puis de la fibre, et puis maintenant dans les réseaux de chaleur urbains. Et entre-temps, on a pu y mettre des trams, des métros. Et en fait, on ne s'est pas trop préoccupé de couper les racines, couper les branches parce qu'on avait inventé la tronçonneuse.
Et le fameux dicton que je me rappelais déjà qu'on évoquait, qui était planter le bon arbre au bon endroit, ben on voit qu'on l'a pas si bien respecté dans toutes les villes du monde, puisque les arbres sont souvent trop proches des bâtiments, sont souvent à des endroits compliqués, et donc on a beaucoup de problèmes liés à leur positionnement, le fait qu'on ait minéralisé les sols et qu'ils aient plus rien à manger, plus rien à boire depuis longtemps. Mais il s'y rajoute une couche nouvelle, qui est une couche autour du changement climatique. Et ça fait maintenant quelques années que des épisodes extrêmement pluvieux, puis des épisodes extrêmement secs, eh ben, provoquent le déclin accéléré de ces arbres. Gabor, peut-être que tu peux nous donner quelques infos sur ce petit graphique qu'on voit là d'un service de forêt international et américain sur ce constat global du déclin des arbres urbains. Oui, 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 avec oui, grand avec grand plaisir, plaisir, Pascal. Pascal. Pascal, si Pascal, tu si te tu te mutes mutes pendant qu'on pendant qu'on parle, parle, peut-être il n'y peut-être il aura n'y pas aura pas d'écho. d'écho. Je vais essayer. Super, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Gabor, je suis un des fondateurs et le directeur général de Green Hill et j'ai un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Comme vous entendez, le français n'est pas la langue maternelle, alors j'essaie de faire mon mieux pour tout expliquer en français. Alors oui, Pascal m'a demandé qu'est-ce qui se passe en dehors de la France aussi avec le couvert d'arborée. Et là, on cite une recherche du service forestier des États-Unis, de USDA, qui dit finalement, dans les prochaines années, le couvert d'arborée dans les villes aux États-Unis va passer de presque 40% à 31%. Pourquoi? C'est pour deux raisons principaux. Une fois, c'est l'expansion urbaine. Et deuxièmement, la perte continue de la couverture d'arborée dans les zones urbaines existantes liées aux mauvaises pratiques de plantation, liées aux insectes et maladies, et ainsi que les abattages d'arbres. Et les insectes et les maladies et les abattages d'arbres sont surtout liés au fait que la gestion des arbres aux États-Unis est très réactive, c'est-à-dire les maladies et aussi toutes sortes de low vitality est découvert très tard. Et du coup, le nombre d'arbres qui est abattu est très, très élevé. Et en fait, en fin de compte, on voit ça, que c'est une tendance mondiale, pas que aux États-Unis, que le couvert d'arborée est en train de décliner partout au monde. Merci Gabor de ces précisions. Ça, c'est donc un premier constat. Alors, il s'y rajoute que nos arbres sont probablement un peu en danger aussi, puisque on est dans un système, en tout cas en France, qui est assez connu maintenant, de turnover, de gens qui veulent rester quelques années en poste sur une collectivité, qui passent sur une autre, etc. J'ai moi-même connu, il y a plus de 30 ans, des gens qui restaient leur carrière entière, et j'ai succédé à des gens qui sont restés pendant 40 ans au même poste. Ça n'existe plus nulle part, et dans le reste du monde non plus d'ailleurs. Et donc ce turnover ben, nous oblige à... Et ces gens-là connaissaient le patrimoine sur le bout des doigts. Vous y rajoutez à ça tout ce qu'on est en train de planter, ben, finalement, il n'y a plus grand monde qui est capable d'aller donner des conclusions sur ces arbres-là. Alors le deuxième sujet qui nous intéresse, qui est vraiment un problème, qui est un sujet de ben, comment on prend des décisions sur ce patrimoine végétal, qu'est-ce qu'il faut aller expertiser, qu'est-ce qu'il faut regarder, comment on lance des commandes autour des travaux sur ces arbres-là, en ayant des inventaires qui ne sont pas à jour. La problématique des inventaires est que la technique traditionnelle de l'inventaire, c'est-à-dire des personnes qui vont à pied d'arbre en arbre, sont trop longues, sont trop chronophages et trop coûteuses pour aller inventorier des patrimoines entiers, notamment pour des collectivités qui ont des gros patrimoines. Et donc, quelles sont les conséquences de tout ça? Eh bien, que ces inventaires étant pas à jour, étant pas complets, la totalité des décisions qui sont prises sont des décisions qu'on a écrites là en réaction, c'est-à-dire que ben, quand il y a une tempête, des arbres sont tombés, on va les ramasser. Évidemment, vos équipes font tout un travail de proactif pour essayer de deviner les endroits les plus critiques en amont, mais c'est difficile. Et donc la maintenance est souvent inefficace et coûteuse. Les risques pour la sécurité, ben, on va le voir juste après, augmentent. En tout cas, on sait qu'ils augmentent considérablement ces dernières années, en partie ben, liés à ces effets du changement climatique, en partie au fait que ces arbres sont donc mal implantés, mal nourris depuis longtemps. On est donc sur des éléments de contexte qui sont très défavorables. Là encore, Gabor, tu peux nous donner quelques éléments de ce qu'on constate et des petites statistiques qu'on a pu écrire en bas de la page, là.
Oui, oui. Alors, oui, ce qu'on voit, on cite là une recherche, une étude néerlandaise. Et aux Pays-Bas, dans les 20 dernières années, finalement, le nombre d'accidents par an a continuellement, avec des arbres, a continuellement augmenté de 5% en moyenne. Et pendant ces dernières 20 ans. Et c'est d'autant plus surprenant parce que le Pays-Bas, comme l'Allemagne, ce sont des pays où quand même il y a un régime très développé pour maintenir les arbres. Par exemple, dans les deux pays, il y a des inspections d'arbres une fois par an ou au moins une fois tous les 2 ans. C'est-à-dire des inspecteurs qualifiés visitent les arbres tous les 24 mois. Et c'est ça, c'est pour les questions euh, euh, Juridique, juridiques, parce que si obligation. jamais il y a un accident et on peut prouver qu'un inspecteur a été visiter l'arbre dans les 24 mois, du coup, la ville n'est pas responsable. Par contre, s'ils ne peuvent pas prouver ça, la ville est juridiquement responsable pour l'accident. Et du coup, même malgré ça, le nombre d'accidents a augmenté continuellement. Et il dit c'est surtout lié au changement climatique et c'est lié au fait aussi que le patrimoine commence à vieillir. Si vous êtes intéressé par toutes ces recherches qu'on cite ici, le webinaire, on va vous envoyer un email. Il y aura un lien, vous pouvez télécharger la présentation et là-dedans, vous avez les liens pour toutes les études qui sont citées dans cette présentation. Merci beaucoup, Gabor. Euh, Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était juste un constat. On essayait de vous livrer des choses assez simples, mais l'idée n'est pas de trop s'apesantir là-dessus, mais plutôt de vous dire bah, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce que Grail propose. La solution Grail, c'est une solution un peu en 3 étapes. La première étape, on est capable de vous donner clé en main la totalité des éléments de surveillance des arbres initial, c'est-à-dire un inventaire qualifié, on va le voir un peu plus loin, précis de l'ensemble de votre patrimoine et dans des temps que l'on n'a jamais connus jusqu'à maintenant. Hein. Sur une même saison, sur une même année, on est capable d'aller potentiellement scanner des centaines de milliers d'arbres de votre collectivité si elle est grosse, des milliers si elle n'est pas si grosse. Et vous avez donc des données d'une année récente sur la totalité de votre patrimoine. C'est-à-dire que tout le temps que vous investissiez jusque-là pour aller faire cet inventaire, eh bien quelque part, vous l'avez clé en main et clé en main fournie dans la deuxième partie qui s'appelle analyser et prioriser. On vous livre la totalité des éléments dans une plateforme full web en mode SaaS. Vous vous occupez pas de logiciel, d'avoir est-ce que vous avez mis la bonne liste. Voilà, vous ouvrez votre web, il vous faut une connexion internet quand même. Hein. Il vous faut une connexion internet, un navigateur. Vous ouvrez ça et à partir de là, vous allez pouvoir faire des requêtes. On va aller voir des exemples tout à l'heure. Donc c'est précis, c'est puissant puisque vous allez pouvoir interroger. Et comme c'est fait avec des éléments qui sont du machine learning, de l'intelligence artificielle, les données que vous avez là sont très homogènes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir comparer les arbres, vous allez pouvoir trouver tout de suite ceux qui penchent le plus, ceux qui ont le plus de bois mort, ceux qui ont le plus de problématiques qui vous intéressent, et donc concentrer et vos moyens et votre énergie à ceux-là, et non pas à tous les autres. Voilà. C'est vraiment l'idée d'être beaucoup plus précis dans le diagnostic. Et puis bien sûr, vous pouvez agir derrière, c'est-à-dire que sur cette base-là, vous pouvez aller compléter ces informations, alors vous-même ou avec des partenaires ou des sociétés sur lesquelles vous avez des appels d'offres et que vous pouvez mettre en route. Donc typiquement, on a ici notre collègue David de chez ONF Vegetis qui savent très bien faire ça. Mais donc vous allez pouvoir vraiment agir pour compléter ces données, les affiner. Et l'avantage de notre système, c'est qu'elle vous permet aussi d'aller compléter beaucoup de choses en distanciel, directement depuis votre écran, puisque vous avez tellement d'éléments à votre disposition qui sont des photos très haute définition, un jumeau numérique et tout un tas de choses qu'on va voir juste après, vous allez pouvoir préparer en tout cas quels sont les éléments. Donc si demain il fallait lancer un appel d'offres d'inspection avancée de vos arbres ou d'expertise de vos arbres, vous n'allez plus le faire à la Beulec en disant faites-moi un secteur donné, mais vous allez le faire en ayant listé quels sont les arbres qu'il faut aller. Voilà. Donc probablement des gains autour de ça, de même que des gains en termes d'agissement sur les travaux futurs
lancer un appel d'offres de taille de tous vos arbres d'alignement sur la base d'un inventaire qui aura été fait précis, avec des dimensions précises et avec tout un tas de choses, vous imaginez que c'est une grosse différence par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Donc voilà un tout petit peu les choses précises. Alors, quel est l'impact du coup de ces éléments-là? On a mis là un certain nombre de chiffres, puisqu'on a déjà du retour d'expérience. Je vous disais, on est en place depuis 2017, depuis 2019 avec certains clients de façon très avancée comme Singapour, on va en reparler juste après. Mais on commence déjà à voir que les chiffres sont relativement séduisants, des résultats concrets et des impacts mesurables qu'on peut avoir autour de ces sujets-là. Alors, le premier des impacts, et c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur à Gabor, mais qui tient à cœur à nous tous, c'est que on s'est aperçu depuis bien longtemps que la plantation des arbres, c'est quelque chose de sympa, de bien, et c'est très bien pour les générations futures, et nos élus aiment beaucoup ça. Et dans le monde entier, on annonce à coup de renfort de publicité combien de millions ils vont planter, mais la majorité des services écosystémiques rendus, c'est par les arbres matures. Quand vous tombez un arbre adulte d'une vingtaine de mètres de haut, d'une trentaine de mètres de haut et de 15 mètres de diamètre, le remplacement de cet arbre-là sur le temps d'un mandat électoral, donc les fameux 6 ans en France pour les communes, c'est pas du 1 pour 2 qu'il faut faire, c'est du 1 pour 700. Si vous, avec 700 arbres, comme on les plante en ville, si vous allez avoir des chances de remplir les mêmes services écosystémiques qu'un gros arbre mature. Et donc il faut tout faire pour prolonger la durée de vie des arbres. Et comment on peut prolonger la durée de vie des arbres? Eh ben, en les connaissant mieux, en sachant un peu mieux de quoi ils souffrent, qu'est-ce qu'ils ont comme problème. Si je fais un parallèle avec la santé, on a beaucoup prolongé la santé des humains et la vie des humains juste par la progression de la science et par la connaissance qu'on a eu avancée de tout ça. Et donc l'idée est d'avoir des chiffres de plus en plus précis sur ce patrimoine d'une façon globale. Donc, dans les statistiques qu'on vous met là encore, c'est des études qu'on pourra mettre. La durée de vie d'un arbre peut être prolongée de 54% du fait que on a une bonne connaissance de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lui et comment. Peut-être que sur des histoires d'accidentologie, qui est aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup et on l'a un peu évoqué tout à l'heure, on a là aussi quelques chiffres qui commencent à sortir du fait de notre expérience. Gabor, si tu veux nous parler de Singapour, puisque c'est vraiment un sujet que tu traites depuis des années maintenant et sur lequel Singapour eux-mêmes font le constat que vous avez sous les yeux. Oui, absolument. Alors, Singapour, c'était notre premier client. On a commencé avec un projet de recherche avec NParks à Singapour en 2017. Et depuis là, on travaille ensemble et et Singapour gère ses arbres basés sur notre plateforme. Et finalement, il y a juste une étude qui a été publiée par un élu qui disait qu'en 2014, il y avait encore 1250 accidents avec des arbres. Bon, il gère plus que 3 millions d'arbres. Il y avait 1250 accidents par an et ça a été réduit à 430 jusqu'à 2023. Et pourquoi? Parce qu'il y a des inspections très, très régulières des arbres avec des inspecteurs formés et ces inspections sont faites entre 6 mois et 24 mois. Et c'est les arbres à inspecter, quand vous avez 3 millions d'arbres, bien sûr, vous ne pouvez pas inspecter tous les arbres. La décision quels arbres doivent être inspectés est basée sur notre plateforme qu'on vous présente ici. Alors du coup, euh, en même temps, NPAX, ils ont réussi à gérer non seulement à réduire le nombre d'accidents, mais aussi à gérer presque 1 million plus d'arbres dans les 10 dernières années avec le même budget et le même nombre de personnes qu'avant, grâce aux technologies modernes qu'on vous présente là-bas, maintenant. Merci Gabor. Alors, tout à l'heure, je vais vous montrer ce qu'on appelle les dégagements. Les dégagements, clearance en anglais, sont le principe d'aller retrouver des contraintes qui gênent un arbre pour une raison ou pour une autre. Et la slide que vous avez sous les yeux, la page que vous avez sous les yeux est une page qui est plutôt liée au marché américain, où ils ont beaucoup de problèmes de démarrage d'incendie, et je crois que c'est ce qui s'est passé à San Francisco notamment récemment,
de à Los démarrage Angeles. d'incendie par des courts-circuits qui se passent dans les câbles et qui alimentent du coup des arbres qui sont sur le passage. Alors on a un peu moins ça, je pense, en France. Et on a un peu moins ce souci de câbles, mais on a quand même ce souci, ben, notamment pour des trams, ce qu'on appelle les LAC, les lignes aériennes de contact, et beaucoup de vos villes ont ce genre de choses-là. Et donc vous allez le voir, on le fera en démonstration tout à l'heure, que notre technologie permet d'aller trouver ces câbles de façon automatisée et de vous préciser, comme vous le voyez sur cette image derrière, ben, quelles sont les zones qui peuvent potentiellement être impactées par ça et quels sont les arbres. Et la chose très très intéressante à comprendre, c'est que bien sûr qu'on vous fournit une image d'un jumeau numérique et que là qu'on va vous colorier en rouge des branches qui seraient à tailler, mais c'est surtout qu'on vous transfère ça dans une base de données et donc que vous allez pouvoir trouver immédiatement la totalité des arbres qui nécessiteraient une taille à cause des câbles, la totalité des arbres qui nécessiteraient un dégagement pour de la circulation de bus ou de corridors, etc., ou de voies de cyclables hein, d'ailleurs, etc., etc. Donc voilà un petit peu le principe de ces choses-là. Alors, très souvent, vous arrivez à la fin en nous parlant de coûts et d'argent et de budget, puisque c'est ça la problématique majeure des collectivités. Et finalement, dans les collectivités territoriales, on a trois sujets autour de l'argent qui sont tout le temps les mêmes. On a l'investissement d'un côté, vous connaissez ça par cœur, on a le fonctionnement de l'autre, et on a un troisième qui est la masse salariale. Et ces trois budgets ne sont pas tout à fait communicants entre eux. Vous connaissez ça par cœur, et en tout cas, moi, je l'ai bien connu pendant 30 ans. Et que quand vous n'arrivez pas à obtenir des agents d'un côté, c'est pas pour ça qu'on vous augmente le budget de l'autre, etc., etc. Grosso modo, si on veut parler argent, vous pouvez retenir les enveloppes qui sont à peu près là. David me disait qu'ils étaient plutôt un peu moins que ça maintenant sur les appels d'offres, sur de l'évaluation traditionnelle par un arboriculteur, entre 12 et 15 euros par arbre, c'est plutôt ces ordres-là, pour aller pied à pied, voir un arbre, enfin une centaine d'arbres par jour, et de vous délivrer une vingtaine de paramètres. Et versus la version Grey où ben, on est capable d'aller scanner 10 000 arbres par jour et on est plutôt proche de la 70 paramètres, on est plutôt proche des 100 d'ailleurs actuellement que des 70, qui sont des éléments qu'on va vous apporter qui vous permettent de prendre des décisions. Et puis, ben, vous voyez un petit peu ici le détail des types d'évaluations qui sont faites. C'est sûr que on peut avoir plus de précision, aller chercher un certain nombre de choses, analyser des images satellites pour aller voir des éléments complémentaires. On vous en parle juste après. Alors, peut-être Gabor peut nous expliquer un petit peu là aussi autour de ça. C'est quelque chose qui est très intéressant à comprendre avec nos solutions, c'est que en fait, on met plus l'argent au même endroit. C'est-à-dire qu'on était plutôt sur des inventaires qui coûtaient cher et des travaux qui coûtaient très très cher. Gabor, tu veux nous parler de cet exemple de Buffalo? Oui, oui, avec plaisir. Alors, c'est un exemple où on a en collaboration avec notre partenaire Davy aux États-Unis. Buffalo à New York, finalement, on a analysé les gains ou comment les coûts opérationnels changent avec un Smart Tree Management vis-à-vis d'une méthode traditionnelle. Et quand on regarde la méthode traditionnelle, la plupart du budget est investir pour abattre des arbres et pour les tailler. Et d'habitude, c'est fait en bloc, c'est-à-dire les sous-traitants reçoivent un endroit à tailler et comme ils sont payés par arbre taillé, bah, ils taillent le plus possible. D'ailleurs, on a un problème de overpruning dans beaucoup de pays. Alors Ou avec le sur Smart Tree taille? Management, ça change. C'est-à-dire, déjà, on va abattre moins d'arbres. Pourquoi? Parce que nous, on revient tous les 2 ans. C'est-à-dire, on sait tous les 2 ans, on a des informations sur chaque arbre. Et comme dans une méthode traditionnelle, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, l'inspecteur ne sait pas s'il va revenir, quelqu'un va l'inspecter cet arbre l'année prochaine ou dans 5 ans ou dans 7 ans. Du coup, ben, les inspecteurs sont beaucoup plus prudents. Et on a réalisé que, sachant que l'inspecteur sait que quelqu'un va revenir revisiter cet arbre, mais il y a beaucoup de moins d'arbres à abattre. Déjà, et ça réduit le budget considérablement. Deuxièmement, pour tailler, comme Pascal a évoqué tout à l'heure, alors déjà, on taille moins d'arbres parce que on vous donne une liste exacte des arbres qui doivent être taillés pour des raisons diverses.
Et en plus de ça, les données qu'on vous fournit peuvent être utilisées dans les appels d'offres, c'est-à-dire vous sous-traitants aussi des informations plus précises et du coup peuvent donner une offre beaucoup plus précise. Et du coup, les frais et tout l'argent qu'on peut économiser là-dessus, une partie, on la met dans le preventive maintenance, dans la maintenance préventive. Et du coup, on voit très bien dans cet exemple-là que les frais annuels sont moins investis dans le taillage et l'abattage, mais plus dans la prévention et de garder un patrimoine vital et en bonne santé. Voilà, et donc du coup, Et en ah moyenne, oui. pardon, Buffalo a un budget en moyenne de grosso modo 22 dollars par arbre par an. C'est-à-dire, on prend tous les frais de la ville, et on divise par nombre d'arbres qui sont gérés par la ville. Et finalement, par arbre, il économise en moyenne 6 dollars 30 ou 6,30 € et vis-à-vis d'un investissement par arbre pour le Smart Tree Management d'1,50 €. Oui, j'allais dire qu'on est un peu dans la même logique que ce qu'on a l'habitude d'entendre dans nos collectivités territoriales, qui est quand la ville investit 1 € quelque part, elle génère 2 ou 3 € parce que d'autres collectivités, des entreprises privées peuvent venir participer à cet effort-là. Là, c'est un peu la même logique. L'inventaire investi permet de générer des économies du fait que ben, on a la précision sur ça, sur les marchés publics que l'on peut produire par la suite, etc. Alors, il est temps de passer à des choses extrêmement concrètes et d'aller vous montrer des exemples particuliers, notamment sur la plateforme, pour vous montrer ben, à quoi ça ressemble le résultat de quand on est passé quelque part, qu'on a scanné les arbres et qu'on vous livre les résultats dans une plateforme. Alors, c'est là où il faut que je fasse une toute petite manip. J'espère que je vais y arriver, parce que de temps en temps, ça marche pas bien. Et voilà, c'est le cas. Hop. Alors, tant pis, on va faire ça comme ça. Voilà, on va y arriver. Voilà. Alors, quand on livre des arbres dans une plateforme, ben, ça ressemble à ça. Donc, vous connaissez les SIG traditionnels. Ça ressemble beaucoup aux SIG traditionnels dans un premier temps. C'est-à-dire que dans une plateforme full web, vous avez là l'ensemble du positionnement des arbres. Voilà. Nous voilà à Marseille pendant quelques instants où a été livré sur une première campagne de scan qui s'est passée en septembre et octobre de l'année dernière, 55 738 arbres qui sont là donc répartis dans la ville sur un système Carto assez traditionnel. Alors, bah, ce système Carto vous permet d'aller zoomer sur ces arbres-là, d'aller jusqu'à les retrouver. Bon, là, je vous montre rien de très extraordinaire. Vous connaissez ça dans n'importe quel SIG. La première chose que je peux vous montrer d'assez extraordinaire, c'est que comme on a fabriqué le jumeau numérique de chacun de ces arbres, et ben, contrairement à ce que vous avez aujourd'hui dans vos SIG, qui consiste à avoir un gros rond à peu près de la taille de l'arbre, ben là, on a les canopées exactes de chacun des arbres. Et donc, on a même des arbres qui se retrouvent les uns parmi les autres. Et donc, on a des choses extrêmement précises sur cette carte-là. Et donc, bien sûr, vous pouvez réutiliser ces projections pour faire un certain nombre de choses et pour prendre des décisions autour de ces couvertures de canopée. Alors, on a très peu de temps, il faut qu'un quart d'heure, je vous présente tout. Mais donc, l'idée n'est pas d'aller vous montrer ça de façon très précise, mais on peut, bien sûr, aller gérer ces arbres par type d'espace, par catégorie d'espace, comme par exemple ici à Marseille, où ils ont mis le calque, voilà, on appelle ça des calques, ils ont mis le calque de leur parc, de façon à ce qu'ils puissent aller compter les arbres par parc, par lieu, et qu'on puisse comme ça voir arriver les arbres et suivre un certain nombre de choses. Alors, il y a beaucoup d'outils dans cette plateforme. C'est vraiment une plateforme dédiée au suivi de cet inventaire. Et je vous expliquerai après les autres options de cette plateforme. Mais la plateforme initiale sert vraiment à suivre cet inventaire. Et donc, vous avez tous les outils ici qui permettent d'aller faire des requêtes, d'aller filtrer ces arbres-là, d'aller chercher tous ceux d'une naissance donnée, tous ceux qui penchent, tous ceux qui sont un secteur donné, tous ceux qui sont dans une rue. Enfin, vous imaginez le filtrage. Vous voyez qu'ici sur Marseille, ils ont 94 champs remplis et que donc bien sûr il y a des champs autour de l'adressage, des champs autour de la localisation de ces arbres-là, des champs autour de toutes les dimensions
Et voilà ce qui se passe dans un point de vue un peu général de cette carte. Alors on peut évidemment afficher la carte plutôt sous un mode orthophoto, hein, de façon à revoir ces arbres-là. Et c'est là encore une façon pour nous de vous montrer la précision de ce qu'on fait, puisque vous voyez que les canopées ressemblent vraiment à celle qui est en dessous et qu'on ne se trompe pas avec l'ombre des arbres qui pourrait nous biaiser si on regardait ça par satellite ou par je sais trop quoi d'autre. Là, c'est vraiment le jumeau numérique qui a permis de faire ça. Alors, on a possibilité d'exporter ces données, on a possibilité de fabriquer des rapports. Je vais plutôt vous proposer de vous promener un peu. Hop, vous voyez, plus rapide que le TGV, plus rapide que tout, nous voilà à Toulouse. Et donc Toulouse, il se trouve que je voulais vous montrer là la répartition des arbres donc sur l'ensemble de la métropole de Toulouse. Et la commande consistait à aller voir la totalité des arbres des routes ex-départementales qui sont maintenant métropolitaines et qui sont répartis par les secteurs de gestion qui s'appellent des territoires à Toulouse. Et voilà. Donc vous voyez, aussi simple que ça, le comptage se fait de façon automatisée. Et bien sûr qu'on peut aller dans le détail, chercher des arbres dans un endroit donné. Là encore, on peut aller filtrer. Si j'avais voulu chercher, par exemple, sur Toulouse, faire un filtre pour aller chercher des genres, par exemple des marronniers. Allez, on va aller chercher parce qu'ils sont pas trop loin dans la liste là, Esculus. Voilà, des marronniers qui, par exemple, penchent, donc angle d'inclinaison est supérieur à 10 degrés, on ne va pas aller chercher qui penche trop quand même, et que j'applique ça, vous voyez qu'instantanément, je vais me retrouver avec un décomptage de, j'ai plus que 15 arbres qui penchent fortement sur les bords des routes toulousaines, et c'est donc extrêmement facile d'aller revoir ces arbres, soit carrément en cliquant sur le tableau n'importe où ici pour le retrouver. Bon, alors je fais celui-là au hasard, je ne l'ai pas ouvert avant, mais on va aller regarder ce qui se passe. Voilà, on a donc un arbre sur lequel on a refabriqué, on a le jumeau numérique, on peut voir un certain nombre de choses. Effectivement, vous voyez qu'il suffit de regarder comme ça pour voir qu'il penche pas mal. Et on vous offre là tous les outils de diagnostic, de visualisation, puisque on peut revoir des photos de cet arbre-là. Vous voyez qu'il était bien, comme tous les marronniers, effectivement, à cette saison-là, déjà bien défeuillé et bien en mauvais état. Mais qu'on pouvait aussi s'amuser à le revoir, mais sous une image qu'on appelle, nous, qu'on a gardé le nom de Street View, puisque tout le monde le connaît, qui est donc une image où on a pris, en même temps qu'on est passé, des images de très haute définition, qu'on appelle des images orientées, qui vous permettent d'aller vous balader tout autour de cet arbre-là, de l'afficher, de ne pas l'afficher. Bon, le but, il n'était pas de faire la vision complète de la plateforme aujourd'hui, puisqu'on n'a pas le temps en un quart d'heure, mais évidemment, vous pourrez demander à avoir une démonstration plus précise sur laquelle on passera du temps ensemble et on vous montrera tout ce qu'on est capable de faire. Alors, tant qu'à faire de voyager et de vous emmener à aller voir des détails d'un certain nombre de choses, on vous a parlé tout à l'heure des dégagements. C'est des choses qu'on sait évidemment faire en France, mais typiquement, je vous emmène là à l'instant à New York voir un arbre, et sur cet arbre-là, ben, vous avez l'impression que tout va bien. Tout va bien, sauf que, ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe ici? On a pu faire, parce que les Américains ont beaucoup besoin de ça, je vous l'expliquais tout à l'heure, notamment lié au fait des risques d'incendie, eh ben, on a pu trouver de façon automatisée la totalité des câbles qui passaient dans cet arbre-là. Alors bon, désolé pour le bazar que c'est là, mais voilà, on excuse nos amis américains de ne pas être capables d'enterrer leur réseau comme on a fait dans nos pays. Mais voilà typiquement l'effet de ce qui se passe sur un arbre à New York. Et donc des risques, puisque c'est souvent des fils nus que vous avez là. Voilà. Alors si je vous remonte l'image, hein, on peut refaire pareil, toujours pareil. Voilà la photo. Effectivement, c'est moins flagrant quand on les voit comme ça que sur mon image à côté. Mais vous voyez bien que c'est du coup d'un intérêt tout à fait remarquable. Vous voyez que c'est des fils nus là, hein, donc vous comprenez mieux. Si ça a été un fameux marronnier un peu sec à ce moment-là, on serait dans une situation bien différente. Alors ce qu'on peut faire pour des câbles aériens, on sait évidemment aller le faire aussi pour d'autres choses, comme par exemple isoler des zones où il y a des bâtiments et donc trouver quelles sont les branches qui arrivent trop près des façades. Ça, pour le coup, on serait concerné en France ou en Europe sur ces sujets-là. Ou on peut aussi aller vous montrer des problématiques de visibilité. Ces arbres-là, les gens passent pas à pied dessous parce qu'il y a des branches qui sont trop bas, ou fabriquer ce qu'on appelle des corridors, donc ici des routes, et de fabriquer un gabarit et de dire je voudrais être certain que tous les bus puissent passer dans cette rue sans toucher des branches. Voilà, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure très vite,
On le voit en écran et en image là, mais on le voit aussi dans la base de données. C'est-à-dire que là, je suis tellement sur mon écran que je ne vois plus mes données là, mais voilà, on le voit bien sûr ici, mais vous voyez ici que je sais si des dégagements sont requis, pas requis dans ma base de données. Donc voilà un petit peu comment ça marche. On peut donc, une fois qu'on a ces bases de données, une fois qu'on a pu travailler tout ça, chercher les arbres, on revient en Europe et on part à Lisbonne, où je vais demander un petit coup de main à notre ami David de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si on veut aller plus loin qu'un simple inventaire pour vraiment aller trouver dans un patrimoine donné où c'est qu'il faudrait aller faire des inspections, des expertises même à un moment donné. Vous avez vu que je n'ai pas du tout utilisé ce mot expertise depuis le premier instant où je vous parle, puisque notre société n'est pas du tout experte et ne fournit pas d'expertise, mais vous fournit un inventaire qualifié. Et qu'est-ce qui se passe sur des arbres comme ça? Là, on se retrouve donc sur un alignement à Lisbonne, je suis perdu, et c'est un aliment de tilleul, et on a donc des arbres là sur lesquels on va pouvoir aller voir. Donc si je clique sur un arbre et que je vais le voir, on va aller se promener en vision Street View, on se retrouve dans la rue. Alors, j'ai mal dû cliquer, voilà, évidemment, j'ai cliqué sur satellite. Ah, ah, ah. Interlude. Pourquoi cet arbre n'arrive pas? Bon, bah, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe à Lisbonne. Il y a peut-être une canicule à Lisbonne. Non, je blague évidemment, mais la carto a disparu. Bon, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé sur cet arbre-là, mais on va quand même aller dans le détail de là. Donc voilà ce qui se passe sur cet arbre-là. Et est-ce que David, tu veux nous parler un peu de comment je fais ta main, en fait, si tu veux me dire un peu ce que tu aimerais voir sur cet arbre-là à Lisbonne. Merci beaucoup, Pascal, hein. Merci également pour l'invitation à participer à ce webinaire avec de très nombreuses personnes. Donc effectivement, nous, au Navigatis, on a l'habitude d'aller diagnostiquer des arbres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand nous avons des commandes, nous allons diagnostiquer tous les arbres, sans distinction dans leur état physiologique, mécanique. Mais grâce à la solution Grill avec laquelle nous travaillons aujourd'hui, qui a la capacité d'inventorier un très grand nombre d'arbres, cela nous permet par la suite de qualifier ensuite le diagnostic plus approfondi des arbres qui nous paraissent déficients. Grâce à cette technique, nous allons du bureau pouvoir observer aussi bien l'état physiologique et une partie mécanique de l'arbre. Donc ici, dans le cadre de cet arbre numéro 201 à Lisbonne, on va pouvoir, grâce aux photos, grâce aux jumeaux numériques, identifier immédiatement que cet arbre et l'intégralité de cet alignement présente des difficultés de fonctionnement physiologique. Donc on peut même zoomer grâce aux photos et se rapprocher du tronc de l'arbre et se rendre compte que l'arbre en question présente une singularité particulière, puisqu'ici on a une ancienne blessure qui a dû évoluer en altération et en cavité. Alors même si on voit effectivement qu'on a deux bons bourrelets de part et d'autre, ça nécessite peut-être et à coup sûr un contrôle en présentiel. Donc là, du coup, l'expert va pouvoir cibler les arbres sur lesquels il va devoir aller contrôler l'état physiologique et l'état mécanique et chercher les causes de cette déficience, bien évidemment, hein, parce que identifier un défaut, c'est une chose, mais ensuite pouvoir avoir la raison pour laquelle l'arbre est dans cette situation-là, c'en est une autre. Donc on peut peut-être investiguer davantage par rapport à des travaux d'urbanisation à proximité de l'arbre, mais tout le travail d'inventaire préalable ne sera plus à faire par l'expert, mais il ne se concentrera uniquement sur les arbres qui présentent des problèmes. Donc là, effectivement, hein, on voit bien que l'arbre, au niveau physiologique, il est en phase de régression. On voit bien qu'il y a une carie sur la partie basse du tronc. Donc là, l'expert va ensuite prévoir de se rendre sur le terrain et d'aller contrôler l'arbre en question. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour l'expert, c'est un gain de temps énorme que de se concentrer que sur les arbres à problème. Alors merci beaucoup David. Alors c'est vrai que j'en profite en même temps qu'il parlait pour vous montrer des vues que j'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer
des dimensions, des problématiques, des présomptions de là où se trouvent les racines et typiquement qu'on pourrait offrir à nos services voiries, ce genre de choses pour leur dire chaque fois que vous arrivez dans des périmètres comme cela, attention, prenez un certain nombre de mesures. Et puis, on va même beaucoup plus loin, mais ça fait pas l'objet de cette présentation, mais je vous la montre quand même en quelques secondes. C'est qu'on a possibilité d'aller qualifier cette expertise, cette inspection de cet arbre, et je vous le montre très vite fait, mais on a vraiment développé des outils qui vous permettent, alors vous avez l'impression d'être toujours au même endroit, mais en fait, entre-temps, j'ai changé de module, je suis passé dans un module d'inspection, vous voyez, Remote Inspecting, là, ici, je suis en train d'inspecter cet arbre, et vous voyez qu'on vous a prévu l'ensemble des éléments qui vont vous permettre d'aller rajouter des informations autour de cet arbre. Et vous pouvez prendre des photos. Si vous êtes sur site, vous prenez directement votre tablette, vous ajoutez des photos. Vous allez pouvoir voir autour des problématiques de santé, de vigueur, déterminer. Enfin, vous pouvez passer, si vous voulez, une demi-heure au pied de chaque arbre et vous avez de quoi compléter l'ensemble des champs sur qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, où est le vent dominant, quelle est la densité de la couronne. Est-ce que vous voyez des choses beaucoup plus que l'inventaire qu'on vous a fourni au départ. Alors, vous voyez, on peut aller le voir dans les branches, dans le tronc. Et si tout d'un coup, on avait vu ici dans le tronc qu'il y avait un problème de problématique de crack, enfin voilà, on peut aller prendre une photo de cet arbre et vous voyez qu'on va pouvoir aller zoomer. C'est quelques lenteurs là. Voilà, on va pouvoir aller zoomer sur cet arbre-là, on va pouvoir lui dire de ne pas afficher le jumeau numérique parce que là, pour le coup, il nous embête un peu. Et puis, on va le prendre sur une vue différente. Voilà, ici. Et si tout d'un coup, on voulait prendre la photo de ce truc-là, vous voyez, je prends la photo et elle se retrouve ici dans mon inspection que j'ai faite. Alors, je vous passe très très vite puisque ce n'est pas l'objet du jour, mais on peut évidemment aller noter des problématiques sur les racines, des problématiques plus larges sur tous les sujets. Et puis, l'inspecteur qui a fait cette inspection va la signer. Et donc, vous savez qu'en France, on a une obligation de moyens et pas de résultats. À partir du moment où des inspections ont été faites, des inventaires ont été faits, vous êtes un peu tranquille là-dessus. Dernier point, parce qu'on arrive au moment des questions-réponses, je voulais vous montrer quand même en un instant qu'est-ce qui se passe quand on revient voir ces arbres dans le temps. Gabor vous l'a expliqué tout à l'heure, le gain, il est surtout lié au fait qu'on soit capable de faire l'évaluation de ces arbres dans le temps. Et là, on est donc sur la commune de Chassieux, à côté de Lyon, où on en est déjà à la 2e année de scan. Et donc, vous avez en violet l'année 2023 et en vert l'année 2024. Vous avez donc les pousses annuelles de cet arbre-là. Et vous avez possibilité d'avoir des graphiques qui vont vous permettre d'aller suivre qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui n'a pas évolué pour chacun de vos arbres, d'exporter des rapports, d'aller fabriquer l'ensemble des éléments autour de ça. Mais je pense que j'ai bien assez parlé, que l'idée c'est quand même de vous écouter un petit peu et de répondre à vos questions. Donc, dans le chat, je vois qu'il commence à y en avoir je vous propose qu'on les prenne un petit peu et que du coup, moi, je repasse ici. Alors, je ne sais pas si je reste sur ça parce que j'ai peur que vous me demandiez d'aller voir des choses dans la plateforme. Mais sinon, c'est bien le moment des questions-réponses, si vous voulez. Alors, si je prends dans l'ordre de ce que je vois. Alors, est-ce qu'on prend en question la nature du sol? Alors, la problématique du sol, c'est que nos outils, le LIDAR, ne sont pas pénétrants. Donc, ça va donc voir ce qu'il pourrait y avoir en surface. Donc, vous allez pouvoir voir les images comme je vous les ai montrées. Donc, voir s'il y a une grille d'arbres, pas il y a une grille d'arbres. Mais pour l'instant, on n'a pas de problématique, enfin, on n'a pas de possibilité d'aller voir de façon automatisée quel type de substrat il y a, qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol. Substrat de plantation. Par contre, rien ne vous empêche, dans ces fameux modules que je viens de vous montrer à l'instant de suivi, d'aller compléter ces champs-là et d'aller dire que la fosse, elle est de tel type, etc. Mais par défaut, nous, en passant avec une voiture dans la rue, on n'est pas capable d'aller compléter ça. En plus, c'est quand même un sujet un peu compliqué puisque la pénétration dans le sol, elle est difficile et les technologies, en tout cas LIDAR, ne peuvent pas le faire. J'ai une question de Franck. Alors, il nous parle un peu des histoires estivales et hivernales. Alors, oui, vous l'avez compris, notamment pour aller chercher avec le machine learning jusqu'à l'essence, genre espèce, on a besoin des feuilles. Mais on en a aussi besoin pour trouver le pourcentage de bois mort dans un arbre. On en a aussi besoin pour aller calculer l'indice de réflectance infrarouge qui s'appelle le NDVI sur chacun des arbres. Et la transparence de la couronne, on en a besoin.
Alors, je vais faire cligner de l'œil à Gabor parce que probablement que dans quelques années, quand je vous referai un webinaire, on sera même capable de vous faire pousser les feuilles d'un arbre parce qu'on le connaîtra tellement bien qu'on pourra vous calculer un volume de canopée alors qu'on a vu l'arbre sec en hiver. Mais pour l'instant, on ne sait pas faire. Donc, pour l'instant, on a besoin de voir les arbres en hiver au moins une fois. Alors, Oui, alors il j'ai y a une Eric question qui... de Géraldine. Comment concilier cet outil avec nos données existantes contenues dans nos SIG respectifs? Alors c'est une Ouais. très bonne question. Alors pour ça, on a un outil qui s'appelle Database Matching. C'est-à-dire, vous avez une base de données avec les positions de vos arbres nous, pour nous, notre scan est la vérité parce qu'on a un scan avec une précision de moins de 10 centimètres dans l'absolu. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est une pratique de tous les jours, on match les deux bases de données, c'est-à-dire soit automatiquement, quand c'est possible, on a un outil qui trouve l'arbre, les deux arbres qui matchent en base de position, d'espace, espèce et aussi de certaines dimensions qu'on a mesurées. Et du coup, ça c'est fait automatiquement. Et après, si l'arbre, le logiciel n'est pas 100% sûr quels sont les deux arbres qu'on doit matcher, du coup, il demande aux opérateurs. Et il y a des moments où nous, on même demande à nos clients parce que on peut pas le dire sans avoir la connaissance du passé. Mais ça, c'est une phase standard dans les projets qu'on fait en ce moment, le Voilà, database matching. pendant que Gabor parlait, je vous ai affiché à l'écran des arbres de Toulouse où on a fait ce database matching et où j'ai pu récupérer, par exemple, le nom de la M. Donc, c'est des M dans les métropoles maintenant, c'est le nom des routes ex-départementales qui sont devenues des M. Et donc, cet arbre, il est sur la M18. J'ai pas inventé la donnée, c'est parce que la ville me l'a donné. De même qu'ici, je pourrais avoir le numéro de l'arbre, de la base de données du client proprement dit. Vous voyez, le numéro arbre le client, il est bien prévu qu'on puisse appairer ça. Et de même que très souvent, vous avez dans vos bases de données, quand elles sont à peu près complètes, vous avez aussi l'année de plantation. C'est très intéressant d'aller reprendre ce champ de l'année de plantation et de venir donc ça s'appelle l'appairage en français. Gabor vous a dit database matching, c'est l'appairage des bases de données. Et donc ça, on fait ce travail initialement de façon à avancer sur ces sujets. Il y avait une question d'Eric autour de mon ratio de grands arbres abattus pour 700 en replantation. C'est pas très facile pour l'instant. J'ai pas de source de cette information à fournir, Eric, mais c'est l'ordre de grandeur que bon, j'avais lu et sur lequel ça vaudra le coup qu'on affine. Après, ça peut être tellement variable ce que c'est qu'un gros arbre que voilà. J'ai appris ce matin avec Mais regret que. par contre, Oui, vas-y, on a fait Gabor. des calculs, si je peux me permettre, on a fait des calculs et peut-être tu peux montrer les Ecosystem Services, Pascal. Et là, Oui, on bien mesure, sûr. on a des données sur les euh, Voilà, Ecosystem Services, sur les bénéfices voilà. Donc, économiques. Et par exemple, cet arbre-là, il stocke 2200 kilos de CO2 et tous les ans, il y a une séquestration du carbone de 181 kilos. C'est-à-dire, les 700, c'est la moyenne, grosso modo, des arbres matures vis-à-vis des petits arbres, qui, bien sûr, n'ont pas ces données-là. je vois qu'il y a encore une question de Géraldine. Oui, il existe des radars racinaires, mais pour suivre ça de très très près, parce que vous imaginez que le jour où on vous fournira un arbre, côté aérien et côté racinaire, avec la même précision que ce que je vous montre là sous les yeux, ça sera fou. Sauf que pour l'instant, les systèmes racinaires d'exploration racinaire, c'est pas du tout, c'est des ondes radio, je crois, ou des ondes sonores que la profondeur à laquelle on va est pas très profonde, et en tout cas, il faut deux types d'appareils différents pour aller à 50 centimètres, puis ensuite pour aller à 1,50 m de profondeur, et que même avec de l'IA comme on l'a nous, ils ont encore pas mal de mal à faire de la différence entre une racine et un tuyau d'eau. Donc, on n'en est encore pas tout à fait à ce stade-là, mais c'est des choses qui évoluent. Et vous êtes obligé de scanner vraiment à ras du sol, donc au-dessus du sol, avec une sorte de plateau qui ressemblerait à un plateau de tondeuse,
Et donc, vous imaginez qu'on n'est pas du tout dans le rendement de ce qu'on est capable de vous exprimer, nous, à aller chercher 10 000 arbres par jour parce qu'on est juste passé dans les rues pour scanner les arbres. Donc, on est dans des technologies qui sont assez différentes. Peut-être que Gabor, tu as des infos là-dessus. Ah oui, c'est ça, c'est Francis Salé qui le donnait, ce ratio de 1 pour 700. Oui. Non, non, tu Merci. as tout dit sur cette question, Pascal. Il y a une autre question de Valentine. Alors, est-ce que vous avez aussi des petites communes qui utilisent le programme? Oui, alors on a des clients à partir de 10, 15 000 arbres, grosso modo, jusqu'à Singapour 3 millions, San Francisco ou Dallas, ils ont 700 000, 800 000. Et alors, d'habitude, on essaye d'avoir, parce que pour nous, les frais, c'est quand même d'aller sur place avec l'équipement. Et du coup, on essaye d'avoir des clients qui sont, disons, au-dessus de 5 000 arbres, d'habitude. Par contre, on a aussi des situations où on a plusieurs petites villes qui se mettent ensemble. Et du coup, il y a 3, 4 villes qui ont 5 000 arbres chacune. Et du coup, ça vaut la peine de se déplacer à cet endroit-là. Merci Gabor. Il y a une question de Damien sur comment, c'est pour ça que pendant ce temps j'ouvrais, on part là dans le Val-de-Marne et Marc est probablement parmi les gens qui sont en train d'écouter, qui est le responsable du patrimoine arboré, où on a scanné l'été dernier le parc du Rancy que vous avez là sous les yeux. Et donc, même chose que sur les bords de route, hein, puisque la question c'était finalement la pertinence de nos outils dans des zones qui sont un peu différentes. Vous voyez là que je peux voir exactement la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure sur des bords de route, sauf que je suis au milieu d'un parc et que si je vous montrais le street view de cet endroit-là, voilà, typiquement, les cas de figure sont les mêmes. Les seules limites à nos technologies sont quand la densité, notamment du sous-étage, est tellement dense que il n'y a plus de possibilité de voir des troncs et tout est trop dense, enfin, typiquement de type forestier avec un couvert végétal complet du sous-sol, ça devient un peu plus difficile. Mais même dans des parcs comme ceux-là, on passe le long des allées, et même dans des parcs plus denses que ça, on passe le long des allées, et du coup, vous avez quand même les arbres majeurs à risque. Vous n'avez pas tous les arbres, mais vous avez tous les arbres qui potentiellement sont à risque. Alors, il y a une question de Franck. Alors, oui, donc des accès ouverts suivant les opérations. Alors, bien sûr que c'est la ville est propriétaire. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit dans la présentation. Je pense que ça revient un peu à ce que me propose Franck comme question. Si la ville est propriétaire des jumeaux numériques, de toutes les données que vous avez dans la base de données, de toutes les images. C'est donc bien elle qui a la possibilité d'ouvrir les accès de sa propre plateforme à un expert, à ses propres experts en interne, à ses agents et à des partenaires experts, comme pourrait l'être David, là, qui nous écoute sagement. Le jour où vous passez un marché avec ONF Végétis et que vous souhaitez leur lister les arbres, ils vont évidemment vous compléter dans la plateforme les éléments et ils vont utiliser ça avec les éléments que vous aurez. On fait déjà, Euh, Pascal, sur certains dossiers qu'on a en oui. commun, effectivement. Oui. Alors, dans la présentation, on vous enverra après le webinaire, là, vous allez recevoir un mail qui vous permettra d'aller évaluer un peu ce que vous avez vu, mais qui vous donnera aussi la possibilité d'aller compléter un petit formulaire pour tous ceux qui le souhaitent, pour qu'on vous envoie cette présentation. On vous renverra bien sûr le lien vers ce webinaire pour que vous puissiez le revoir, l'apprendre par cœur, etc. Et surtout la possibilité éventuellement de demander à ce que je puisse venir de façon spécifique pour votre collectivité, reparler de tout ça et aller dans le vif du sujet, etc. Alors, Peut-être encore 2 questions. Alors, il nous reste 3 minutes, Pascal. oui. Peut-être une question de Pierre-Emmanuel. Bonjour, pouvez-vous nous transmettre les sources de vos calculs pour les services écosystémiques? Est-ce que ces calculs sont validés scientifiquement au niveau international? Oui, absolument. C'est basé sur le système iTree. iTree a été développé par le USD Forestry Department en coopération avec notre partenaire Davy. Et finalement, ce que nous on fait, c'est une sorte de iTree++, iTree 2.0. Pourquoi? Alors, on utilise les mêmes formules qui d'ailleurs sont publiées, c'est transparent.
Mais comme nous, on a beaucoup plus de données que iTree, par exemple, tous sur le Leaf Area Index et le Crown Transparency. Pascal, tu peux m'aider pour les expressions en français? Leaf La Area transparence de la Index. couronne. Oui. Alors, dans iTree, c'est calculé à base d'une formule, c'est-à-dire ils prennent l'espèce, ils prennent le DBH, Le diamètre. euh, de diamètre, et basé là-dessus, ils calculent le Leaf Area Index ou le Crown Transparency, tandis que nous, on les mesure. C'est la seule solution qui est capable de calculer à ce niveau les services écosystémiques et ce sont des vraies valeurs vis-à-vis des valeurs estimées. Et on est en coopération permanente avec iTree pour améliorer ces calculations. Si ça vous intéresse, vous trouvez toutes les formules sur l'Internet si vous allez sous iTree. Et Voilà, si donc en d'ailleurs fait, c'est utilisé mondialement en Asie, aux États-Unis et de plus en plus maintenant en Europe aussi. alors il y a des questions. Je vais essayer de faire un petit tir groupé là parce qu'on touche. Alors nous, on peut rester plus longtemps hein, si certains souhaitent continuer à dialoguer, enfin à poser des questions. Il n'y a pas de problème pour nous. On peut traîner un peu, mais on se doute que certains d'entre vous ont d'autres obligations. On me demande est-ce qu'on voit les arbustes? Ça, là, on a un référentiel de qu'est-ce qu'un arbre pour les solutions qu'on utilise. Et donc, on essaye, notre référentiel cherche surtout des arbres. Le diamètre minimum est un diamètre de 10 cm, sauf si on trouve des tuteurs au pied de cet arbre-là et qu'il est plus petit, on vous le prend dans le système de façon automatisée, hein, puisqu'on se doute que vous ne mettez pas de tuteurs sur des arbustes. Mais par contre, pour l'instant, notre système ne gère pas du tout d'autres types de végétaux que les arbres, hein. C'est vraiment. Alors si on a les fougères arborescentes, les palmiers, et si on veut être puriste, et les cactés, dans certains coins du monde, c'est très important pour eux. Bon, en France, à part les palmiers, on n'a pas grand-chose d'autre. Euh, Quelqu'un me demande si on peut vous dire quand il faut tailler ou soigner un arbre. Eh bien, c'est vous qui allez aller le déduire par la base de données. Vous allez filtrer vos données, vous allez aller rechercher selon des critères qui seront les vôtres. Quels sont les arbres qui soit ont pas poussé dans ces derniers temps, quels sont ceux qui ont tel et tel critère, et vous allez pouvoir en déduire un certain nombre de choses. Notre société ne va pas jusqu'à faire cette analyse-là, hein. On part en partenariat avec ONF Végétis si vous allez avoir du clé en main avec une analyse complète de ces données, un rapport de l'ensemble de la problématique, voire un plan de gestion futur. C'est vraiment des spécialistes qui font ça, c'est pas nous. Nous, on vous fournit des données clés en main qui vous permettent d'aller prendre ces décisions-là. Laurence demandait, on voyait un véhicule avec une caméra. Alors oui, on part quasiment nécessairement avec un véhicule qui a des équipements dessus. Les équipements qu'on a sont très très puissants, consomment pas mal d'énergie, sont lourds, hein, ça fait 45-50 kilos, et donc on peut pas mettre ça dans un sac à dos sur quelqu'un, quoi. Donc pour l'instant, le plus petit véhicule qu'on a, jusqu'à maintenant, c'était un Rover, mais on est en train de passer avec un système de quad, un Polaris, qui permet d'aller se balader dans tous les parcs et de voir l'ensemble des sujets dans les cours d'école et dans tous ces endroits-là. Alors on a bien sûr le moyen de démonter tout ça et de mettre ça à pied sur un tripode. C'est ce qu'on est d'ailleurs en train de faire en ce moment même à Toulon. Mais vous comprenez que notre modèle qui vise à aller chercher des grands nombres d'arbres en grande quantité et rapidement avec des appareils très chers, se retrouve mis un peu à mal quand il faut aller s'amuser, aller chercher 2 arbres par 2 arbres dans une cour d'école, etc. Donc les contraintes d'accès, bah, c'est pourvu qu'un petit véhicule puisse passer. En l'occurrence, il fait 1,52 m de large, le nouvel appareil qu'on est en train de mettre en place. Très bien, mais Comment les... Pascal, je crois que peut-être on doit être On vous respectueux aussi propose avec le temps. de Euh, conclure. s- Ouais. de conclure, si vous êtes intéressé à en savoir plus, euh, comme on a dit avant, on vous envoie un email. Vous allez avoir la possibilité de vous mettre en contact direct avec Pascal et de faire un rendez-vous, ou bien de télécharger les présentations. On est à votre service et on espère que on peut vous aider un peu à rendre vos villes encore plus vertes
et plus saine oui, et que nous, on peut rajouter à cet effort-là comme Green. Euh, et merci beaucoup pour votre temps, d'avoir été ici si nombreux. C'est un grand plaisir et on espère à très bientôt. Pascal, peut-être à toi le dernier mot. Eh ben, merci beaucoup de votre présence. Voilà, vous êtes encore une cinquantaine là qui écoutez tout ça là. Donc voilà, merci. J'espère que ça vous a éclairé. Je suis bien sûr à votre disposition à tous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je crois même que mes braves services marketing ont eu l'idée géniale de vous offrir mon calendrier en live. Et donc, quand vous allez carrément pouvoir aller choisir le jour et l'heure où vous voulez que je vous rencontre. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour moi, mais en tout cas pour vous, ça l'est probablement. En tout cas, bonne fin d'après-midi. Merci de votre présence et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci. Merci Au beaucoup. revoir.